23 heures partout en Côte d'Ivoire, Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de cette édition. Coopération internationale, le vice-président de la République reçoit les ambassadeurs des Émirats arabes unis et du Brésil. Les représentants de ces États se sont entretenus avec le vice-président au sujet d'intérêts communs, notamment le renforcement des liens au niveau commercial, les échanges renouvelables, les énergies renouvelables, l'agriculture ou encore la culture. 1627 personnalités civiles et agents de gendarmerie ont été distingués ce 25 mai à l'école de la gendarmerie d'Abidjan. Des décorations dans l'ordre national du mérite ivoirien, des médailles de force d'armée, de sauvetage de la gendarmerie nationale. Il a également été décerné la médaille de la défense française. Et puis TikTok, le réseau social prisé des jeunes, est sous le projecteur de ce journal. Quelle influence sur les jeunes en dehors du contenu ludique et musical? Ce réseau social très addictif montre des dangers sur lesquels nos journalistes sonnent l'alerte. Bienvenue à tous. Le renforcement de la coopération inter-État au menu de l'activité ce jour du vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, s'est entretenu avec les ambassadeurs des Émirats arabes unis et la République fédérative du Brésil. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment la coopération sur les secteurs du commerce, de l'économie, des énergies renouvelables, de l'agriculture ou encore de la culture. Des audiences dont rend compte Mahama Traoré. Novembre 2022, une ambassade des Émirats arabes unis est ouverte à Abidjan. Décembre 2022, un nouvel ambassadeur en la personne de Ali Youssef Al-Nouaimi a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. C'est tout dire de la nouvelle dynamique que connaît la coopération entre Yamoussoukro et Abu Dhabi. Une coopération appelée à s'intensifier telle que l'a expliqué au cours d'une audience le diplomate émirati au vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné. La rencontre a été une occasion pour nous pour discuter des domaines des intérêts communs entre les deux pays, entre autres les échanges commerciaux, l'agriculture, l'énergie renouvelable. Nous allons travailler afin de renforcer la coopération entre les deux pays sur la base des recommandations de notre leader éclairé. Tout comme les Émirats arabes unis, la République fédérative du Brésil veut également booster ses liens d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Volonté que l'ambassadeur de cet État d'Amérique latine est venu manifester au vice-président de la République. Nous avons eu une conversation très fluide, très importante sur les relations entre le Brésil et la Côte d'Ivoire et les possibilités de développement de beaucoup de projets et de programmes de coopération et de renforcement des liens commerciaux, économiques et culturels. La Côte d'Ivoire et le Brésil sont deux pays dont les économies reposent sur le secteur agricole. Actualité en Côte d'Ivoire également, le Sénat prolonge la période de monopole de la Poste de Côte d'Ivoire. Des décisions prises à l'issue de l'exposé du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, qui a aussi fait adopter par le Sénat ivoirien un projet de loi sur la lutte contre la cybercriminalité, suivant ce compte-rendu de Kader Sogodogo. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, est au Sénat pour deux travaux en commission. Le premier porte sur une ratification du Code des postes. La Poste est en train de se réformer. Et justement, l'adoption de ce texte permettra donc de prolonger la période de monopole dont la Poste doit bénéficier pour pouvoir assurer son équilibre. Il était important donc de passer devant le législateur pour que ce texte soit adopté et que la Poste ait toute la latitude pour pouvoir s'organiser, se réformer. Amadou Koulibaly a été suivi à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières présidée par le sénateur Moïse Koumoué Kofi. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique va par la suite être reçu par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Dans son parapheur, le projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité. C'est un texte qui permet
de rendre l'utilisateur des réseaux sociaux responsable et qui lui permet de savoir ce à quoi il s'expose désormais en cas de violation des textes, en cas de cybercriminalité. Cela concerne bien entendu la diffusion de fausses informations, de ce qu'on appelle les fake news, de la propagation de rumeurs malveillantes, mais aussi et surtout des outrages et injures aux personnalités. Ici aussi, la commission, présidée par le sénateur Aboulaye Tano, va adopter à l'unanimité ce projet de loi. Et ce point sur la cybercriminalité nous permet de parler aisément des réseaux sociaux. Intéressons-nous ce soir à celui qui en peu de temps a séduit les jeunes du monde entier, le très addictif TikTok, le réseau social édité en Chine et qui présente des contenus aussi ludiques que musicaux. Il n'y a pas que des avantages donc à ce réseau social et la rédaction de RTI1 s'est aussi penchée sur l'influence négative sur ses utilisateurs. C'est une alerte que présentent Khalil Diomandé et Sephora Zegui. La tête plongée dans leur smartphone, elles sont de plus en plus nombreuses, ces jeunes filles qui ne passent plus la moindre journée sans se connecter à TikTok. Le réseau social chinois a conquis en moins de 4 ans le cœur des jeunes avec 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont la majorité à la frange 15-25 ans. Je peux rester sur TikTok jusqu'à minuit. C'est un moyen de distraction pour moi. Un moyen de distraction qui finit très souvent par devenir une addiction. Les statistiques du téléphone de cette étudiante nous indiquent qu'elle passe en moyenne 7 heures par jour sur l'application. 7 heures à regarder toutes sortes de contenus vidéo. Loin du divertissement, le réseau social a pris une autre tournure. Voici ce à quoi ça donne aujourd'hui les jeunes. Des vidéos très osées et choquantes. Vous êtes à la maison, vous faites quoi? Sortez, allez chercher garçon. Aïe. Certains poussent le bouchon plus loin en imitant des ébats sexuels. L'effet TikTok ne connaît pas de limite. Même les temples du savoir ne sont pas épargnés. Produire du contenu érotique ou exhiber ses atouts physiques sont parfois le prix à payer pour engranger le maximum de likes et d'abonnés sur TikTok, à en croire les adeptes de l'application. Tu dois créer du contenu que les gens aiment. Nous, on leur offre du plaisir en faisant des vidéos qu'ils aiment. Au 21e siècle, les garçons, vraiment, c'est la base, quoi. Eux, ils aiment vraiment les filles qui montrent leurs atouts sur TikTok, qui assument leur beauté, qui font les trucs. Quand elles se mettent un peu nues, quand elles délaissent, elles se mettent dans les affaires attirantes, elles sont séduisantes au fait. C'est ça qui fait qu'on est sur TikTok même. Voilà, on aime ça beaucoup. Cette dépravation des mœurs favorisée par TikTok avance à une vitesse grand V et inquiète plus d'un. Quand je vois certaines femmes se montrer leur corps sur ces réseaux sociaux-là, ça me fait un peu honte. Parce que ce qu'on fait là, ça reste dans les archives. Plus tard, nos enfants vont regarder. Et demain, quelle image on va donner à nos enfants? C'était une application intéressante, mais ça devient un peu comme de la prostitution. En tout cas, c'est en train de dépraver toutes nos mœurs. L'Internet, c'est vrai que c'est la technologie, mais nous, on est Africains. On est Africains, on veut devenir blanc. Ce sont les conséquences. Que faut-il donc faire pour freiner ce cheval de Troie qui plonge la jeunesse dans la perversion? Il suffit que les autorités adressent un document en bonne et due forme à cette entreprise pour que, du jour au lendemain, éventuellement, on se retrouve avec du contenu épuré, entre guillemets, donc avec une certaine censure. Nous, en tant que régulateurs, c'est de pouvoir sensibiliser les utilisateurs de ces médias sociaux-là à la bonne utilisation de ces outils-là, dans le cadre professionnel, de l'éducation et tout. On travaille avec la ACA. Donc au niveau de la ACA, il y a des lois qui existent. Voilà, il y a des lois qui existent et je pense qu'il y a de nouvelles dispositions qui seront prises pour essayer de recadrer tout ça. Plusieurs gouvernements ont déjà adopté des mesures drastiques contre TikTok. Le réseau social est totalement interdit en Inde, en Jordanie, en Afghanistan et en Iran. Tous ces pays brandissent un argument commun. TikTok avertit la jeunesse.
Et voilà donc après cette alerte, attention aux utilisateurs et aussi aux prétendus créateurs de contenu. Toute utilisation abusive est donc nuisible. Nous passons à cet autre sujet qui était dans l'ordre des titres de ce journal. 1627 civils et militaires de Côte d'Ivoire reçoivent une distinction de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère d'État, ministère de la Défense. Il s'agit de décorations dans l'ordre national du mérite ivoirien, des médailles militaires et également une nouvelle distinction qui fait son apparition, celle de la médaille de la gendarmerie nationale. Le rapport de Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan. L'heure est à la fête et à la reconnaissance du mérite. Pour leur engagement au service de la nation, 1627 officiers, sous-officiers et civils reçoivent des distinctions. Ce sont 1499 en activité, 119 appelés à faire valoir le droit à la retraite et 9 civils qui sont respectivement décorés dans l'ordre national, l'ordre du mérite ivoirien et la médaille militaire en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara. Les gendarmes de la République de Côte d'Ivoire me demandent de vous dire qu'ils resteront républicains, qu'ils resteront engagés, qu'ils continueront de se battre pour que la République soit toujours debout, qu'ils continueront de servir avec honneur et fidélité. La reconnaissance de l'État s'est traduite aussi par l'institution de la médaille de la gendarmerie nationale. Cette nouvelle médaille dédiée à cette corporation a été décernée à des personnalités ayant marqué l'institution. Il faut considérer cette décoration comme le symbole de l'excellente coopération entre les armées et la gendarmerie nationale. C'est la première fois, vous l'avez entendu, que la gendarmerie décerne des médailles d'honneur, surtout à des magistrats. Et je suis fier et heureux d'avoir été celui qui a été récipiendaire de ce jour. À travers cette distinction, le gouvernement marque sa reconnaissance, mais engage les récipiendaires à nouveau dans la sécurisation des biens et des personnes. Ces médailles que vous arborez ce jour sont le symbole de la reconnaissance de l'État pour votre abnégation et votre manière exemplaire de servir. Soyez-en fiers. Aujourd'hui, les résultats des actions menées par la gendarmerie sur le plan sécuritaire sont à saluer. Tous les indicateurs de performance sont au vert. Selon le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, les défis urgents pointent à l'horizon, notamment la sécurisation des élections et de la Coupe d'Afrique des Nations. Et parlant d'engagement à la sécurité, une plateforme est lancée pour recueillir les plaintes et dénonciations. Il s'agit de Signalis, une plateforme réputée, multicanale et sécurisée, mise en place par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Dangui nous en dit davantage. La Côte d'Ivoire innove dans sa traque de la corruption et des infractions assimilées. Le dispositif national de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption s'est enrichi d'une nouvelle plateforme baptisée Signalis. Le lancement officiel et technique de cette plateforme multicanale et sécurisée selon les experts a eu lieu ce jeudi. Cérémonie marquée par la présentation de la plateforme et son mécanisme de fonctionnement. Juste avant, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, a souligné les enjeux de ce nouvel outil pour faire reculer la corruption en Côte d'Ivoire. La plateforme Signalis, en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que l'anonymat des requérants qui le souhaitent, permettra au grand public de prendre une part importante dans la lutte contre la corruption. Signalis est une plateforme de recueil de plaintes et dénonciations capable de garantir l'anonymat du plaignant ou du dénonciateur selon la HABG. La mise en place de cette plateforme multicanale et sécurisée est le fruit de la coopération entre l'Agence allemande de coopération internationale GIZ et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Signalis a pour devise « Signalons la corruption en toute confiance et sécurité ». Nous partons à présent en Suisse où aux assemblées générales de la santé, la Côte d'Ivoire participera en
plus des 47 pays d'Afrique une prochaine prise de parole. Il s'agit d'une prise de parole au nom des 47 pays d'Afrique qui participent à cet événement. Ce sera le 27 mai prochain, dans 2 jours donc. Une déclaration qui traduira clairement la position du groupe africain. Une déclaration qui sera axée sur le nouvel instrument pour gérer la destruction des virus de la variole conservés dans les laboratoires, suivant cet élément rapporté par notre envoyé spécial à Genève, Walter Amadou Ouattara. C'est la salle 23 du Palais des Nations au siège de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui abrite cette rencontre de haut niveau des pays africains. Ils soumettent d'abord en circuit fermé la déclaration sur le nouvel instrument pour gérer la destruction des virus de la variole conservés dans les laboratoires. La présente déclaration sera lue en assemblée. En attendant, voici quelques temps forts de la position des 47 pays d'Afrique par l'entremise de la Côte d'Ivoire. Elle est partagée par le professeur Joseph Benet-Bivro, directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Monsieur le Président, les 47 pays de la région africaine encouragent le directeur général à appuyer l'organe intergouvernemental de négociation et réaffirme fermement la nécessité de parvenir à un consensus sur la nouvelle date pour la destruction des stocks de virus varioliques. Ils soutiennent la décision figurant dans la résolution selon laquelle le programme de recherche devrait être exécuté de façon ouverte et transparente uniquement avec l'accord et sous le contrôle de l'OMS. La région africaine prévient également que des stocks de virus varioliques vivants pourraient exister et la dissémination délibérée ou accidentelle de ces virus serait une catastrophe pour la communauté mondiale. L'un des 5 vice-présidents de cette AMS, le professeur Moustapha Mijiyawa, de nationalité togolaise, a présidé cette séance. Dans le secteur de l'éducation nationale, 203 ouvrages des manuels didactiques et pédagogiques sont en cours de validation. Après sélection, ils seront intégrés, reconduits ou même retirés du programme du système éducatif ivoirien, cela de la maternelle jusqu'à la terminale, et cela dès la prochaine rentrée des classes. Ce point de Sephora Zegui. Chaque année, la Direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, reçoit plusieurs propositions des éditeurs. Il s'agit de manuels scolaires et de romans qui sont susceptibles d'intégrer les programmes avec une ouverture aux auteurs ivoiriens d'Afrique et du monde. Ces ouvrages sont soumis à l'appréciation de la Commission nationale d'agrément des supports didactiques et pédagogiques. Notre travail, il est séquencié parce que justement nous affectons tous les ouvrages aux disciplinaires pour que les techniciens disciplinaires puissent regarder avec les lunettes de leur discipline les différentes spécificités et les points qu'eux ils valorisent dans les différents documents qui sont proposés. Quand ils vont nous dire en tant qu'experts que ce sont des bons documents, alors dans ce cas, nous ne nous contentons pas de ça. Nous allons voir vers l'université, nous allons voir vers les grandes écoles, nous allons voir vers l'ENS. Nous prenons des personnes ressources, nous leur confions les mêmes ouvrages pour que les regards soient croisés. À terme, la commission devrait pouvoir soumettre à la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation les ouvrages agréés, ceux recommandés et ceux susceptibles d'être améliorés et retenus. Adama Samagassi, le DPFC, revient sur les critères de sélection de ces ouvrages. Il faut que les différents écrits qui nous sont soumis respectent des règles grammaticales, orthographiques et autres syntaxiques, de manière à ce que quand un élève lit un ouvrage qui est agréé, il puisse, par exemple, si son objectif c'est par exemple d'améliorer son style, qu'il puisse voir dans le style de l'auteur une façon d'agencer les choses pour justement améliorer son propre style. Anastasie Sepou, directrice de cabinet adjointe, souligne l'importance de cette activité. Le MENA tient à ce que la DPFC examine avec rigueur ses manuels scolaires. Les supports didactiques occupent une place très importante dans la formation, l'enseignement des enfants. Donc après l'enseignant, c'est le support didactique qui est l'élément le plus important. Il faut s'assurer
que les manuels qui vont être introduits dans les classes pour cette année scolaire qui arrive sont des manuels de qualité, qui ne comportent aucune erreur, pas d'erreur grammaticale ou orthographique ou de quelque autre que ce soit. La Commission nationale d'agrément des supports didactiques et pédagogiques a pour mission d'autoriser l'introduction de nouveaux ouvrages sur la liste des supports didactiques agréés et recommandés par le gouvernement. Une autre action de force et de redynamisation est prise par le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME qui fait du lobbying auprès du secteur privé ivoirien. Il présente à ces entreprises les opportunités d'investissement dans les domaines productifs concernés. Il s'agit des 7 grappes industrielles, donc le textile, les produits pharmaceutiques, l'emballage ou encore les industries chimiques. Suivant ce point de Lansine Bakayoko. Avec son double profil de décideur public et d'expert en management du secteur privé, Suleiman Diarra-Souba plaide pour la nécessité de concilier les exigences des opérateurs économiques en termes d'avantages fiscaux et l'urgence pour l'État de mobiliser encore et toujours davantage de ressources nécessaires au financement de son budget. Le secteur privé représente le moteur de l'accélération de la transformation économique avec une contribution moyenne d'environ 4,7 points. Vous affichez une posture offensive pour mettre en place un contexte favorable à votre secteur et créer les conditions de la réussite. Si pour le commerce, les projets majeurs concernent la construction de marchés et la commercialisation de produits vivriers, au niveau industriel, la priorité est accordée à l'aménagement dans les zones industrielles et surtout à la mise en place de cette cluster industrielle dont le textile, l'emballage, le plastique et la chimie. Du côté de l'artisanat, l'accent est mis sur l'exploitation des casses, notamment celle d'Abobo Ndotre. Quant aux PME, la restructuration est plus qu'un impératif. La difficulté des PME, c'est de voir comment renforcer en fait leur haut du bilan pour qu'ils puissent avoir plus de facilités bancaires. Et aujourd'hui, on a un environnement qui globalement s'y prête. Il est question de réinventer un modèle orienté crédibilité. Nous notons malheureusement que souvent, lorsque il y a des contrôles au niveau de certaines entreprises, on note que souvent, ces entreprises-là ont souvent plusieurs bilans. On a un bilan souvent pour le banquier, il y a un bilan pour le fisc, et il y a un bilan qui est réel, qui est pour l'entreprise elle-même. Donc, c'est une réalité. Et je pense que l'État est en train de travailler, notamment au niveau du ministère du Budget, pour pouvoir numériser tout cela, pour que les bases de données puissent se parler, pour qu'on puisse mettre fin à cela. La part du secteur privé dans le PND 2021-2025 est de 74%, soit 44 000 milliards de francs CFA. L'année 2022 a enregistré la création de près de 24 000 entreprises et 49% d'investisseurs nationaux. Et la promotion des produits de Côte d'Ivoire se poursuit à l'extérieur. Nous partons pour cela à Paris, en France, où soutient la 3e édition de la foire du cacao, du chocolat bio. Il s'agira de faire la promotion à cette édition-là du chocolat ivoirien, du chocolat made in Côte d'Ivoire et surtout de la cacao culture. L'idée à terme, c'est d'instruire de nouveaux consommateurs de l'Hexagone sur la chaîne de production de cacao ici en Côte d'Ivoire et doter toute idée préconçue. Le point avec Franck Quadio. La place des Arts à l'île de Saint-Denis, en banlieue parisienne, paraît de façon champêtre. Ici a lieu la 3e édition de la foire du chocolat bio. L'édition 2023 porte la thématique du cacao, ami de la forêt, ennemi du travail des enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de durabilité du cacao et nous sensibilisons nos producteurs à éradiquer le phénomène du travail des enfants. Et avec le CNS, notre partenaire, la première dame travaille dans ce sens-là. La cabosse et la fève du cacao, sans oublier la poudre et des dérivés tels le chocolat au sous-marin ou encore le chocolat au gingembre. Une démarche didactique pour présenter aux consommateurs occidentaux la chaîne de production, mais aussi une démarche culturelle, la coopération artisanale entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mis au goût du jour avec plusieurs produits exposés. Après le plein air, rendez-vous en salle pour une conférence pour dénouer la thématique, mais aussi les conditions de travail des cacaoculteurs. Sans pour autant faire l'amalgame avec le travail des enfants socialisants pour apprendre le métier et à la fois
la traite des enfants. La foire au chocolat, c'est très important. Et aujourd'hui, on fait la démonstration de recevoir des producteurs de cacao. Des efforts ont été faits. Mais aujourd'hui, chaque coopérative qui est dans la certification, au moins, a construit une école. La foire internationale du chocolat bio, couplée au marché artisanal du binôme café-cacao, après l'île Saint-Denis posera ses valises dans les villes de Meaux, Saint-Denis et Pré-Saint-Gervais. En politique, le RHDP se rapproche de l'ANC, le parti centenaire en Afrique du Sud. Fondé en 1912, l'African National Congress, fort de la lutte contre l'apartheid, domine encore la vie politique en Afrique du Sud. Le président du directoire du RHDP séjourne dans la nation arc-en-ciel et s'est entretenu avec le chef de l'école de l'ANC. Une collaboration est en vue pour la formation des militants et cadre du RHDP, le développement de Issa Chonayeo. Le président du directoire du RHDP, Rassemblement des Oufetistes pour la démocratie et la paix, à l'école de formation de l'ANC, Congrès national africain, dénommé Oliver Tambo School Leadership. Gilbert Kafana Kone, à la tête d'une forte délégation du RHDP, a fait la genèse de la création de son parti par le président de la République, Alassane Ouattara, en 2008 et situé l'enjeu de son déplacement en terre sud-africaine. Il a indiqué que le RHDP ambitionne de s'inspirer de la grande et longue expérience de lutte de l'ANC, un échange qui aboutira à la formation des cadres et militants, à la gestion du parti, des processus électoraux et à la conduite des changements nécessaires à la satisfaction des populations ivoiriennes. Appréciant la visite de la délégation du RHDP, le responsable de l'école de formation de l'ANC a mentionné qu'après l'apartheid, l'urgence a été de former les cadres et militants de l'ANC qui avaient peu d'expérience dans la gestion des affaires publiques. Il fallait, selon lui, pour se faire transformer la ferveur militante en vision de gouvernement, quitter le terrain de la lutte pour les droits civiques. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Kone, et le responsable de l'école de formation de l'ANC ont convenu de renforcer les liens d'amitié et de coopération afin de faciliter les échanges mutuels sur le plan politique. Illustrer ce reportage sur la formation politique, je vous propose de découvrir cette œuvre littéraire qui retrace la vie de Fanny Ibrahima, un des militants de premières heures du Rassemblement démocratique des Républicains, le RDR, un militant qui a su se former auprès du président du parti, le RHDP, le président Alassane Ouattara, du sport à la politique. On le découvre dans ce reportage de Serge Pakomdidi, commenté par Éric Corré. Fanny Ibrahima, disciple d'Alassane Ouattara, du sport à la politique, est l'intitulé de ce livre autobiographique de 171 pages qui retrace le parcours de l'ancien maire de la commune de Bouaké. Coécrit par Fanny Ibrahima et le journaliste Alla Kwame, cette œuvre passe en revue plusieurs facettes de la vie de ce disciple du président Alassane Ouattara. Ses casquettes de footballeur, d'homme d'affaires et de politicien. Dans cette œuvre, Fanny Ibrahima montre aux jeunes qu'il faut plus d'engagement. Il demande surtout aux jeunes de s'adonner au travail parce que seul le travail peut permettre d'arriver à la liberté de soi et au bien-être de soi. Son départ du PDCI RDA pour le RDR, dont il deviendra l'un des pionniers. Sa rencontre avec le président Alassane Ouattara, son mentor, sont autant de sujets évoqués dans cette œuvre. Les ministres d'État, Kandia Camara, Gilbert Kone Kafana, approuve cette initiative qui immortalise l'un des leurs. Fanny Ibrahima est une identité hautement remarquable au sein de notre patrimoine politique. Un seul livre ne saurait suffire pour rendre compte du riche vécu de cette cheville ouvrière du RDR et du RHDP dans la ville de Bouaké, dans l'ensemble de la vallée du Bandama et dans la Côte d'Ivoire tout entière. Nous avons fait tellement de choses ensemble dans le cadre du parti. Je ne peux que lui dire merci aujourd'hui. Je recommande à chacun et chacune d'aller lire ces livres. Je pense que ça sera une source d'inspiration, surtout les jeunes.
les joies, les peines, les batailles, ces combats de Fanny Ibrahima contenus dans cette œuvre qui incite la jeunesse à avoir un idéal et un sens de son engagement. Et puisque nous sommes en littérature, découvrons cette œuvre qui traite du sujet éternel qui est la succession. Le droit ivoirien des successions, c'est une œuvre de 400 pages du professeur Jacqueline Loès-Oble qui a été présentée vendredi dernier. Son auteur veut informer les lecteurs sur les règles théoriques et pratiques en vigueur sur le droit des successions en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji nous rapporte cet événement. Théoriciens, praticiens, étudiants en droit, en passant par les hommes politiques. Aucun érudit n'a voulu manquer la dédicace de la 3e édition de l'ouvrage « Le droit ivoirien des successions », une création de Jacqueline Loès-Oble, femme politique et professeure de droit à la retraite. Son œuvre en 2 parties revient sur la qualité des personnes ayant vocation à recueillir la succession du défunt en l'absence de dispositions testamentaires et la transmission par voie légale du patrimoine laissé par une personne décédée à des héritiers. Ce livre était d'un intérêt capital, en ce sens que la Bible nous enseigne que l'ignorance n'est bon pour personne. Donc, celui nous apporte une information capitale sur les droits des héritiers. C'est là important d'être informé pour ne pas perdre ses droits. L'ouvrage « Le droit ivoirien des successions » implique théorie et pratique pour la bonne compréhension des lecteurs. Que depuis 1975, ce sont les enfants qui sont les héritiers, les premiers ordres. Mais cette loi a fait monter le conjoint survivant qui vient maintenant en concours avec les enfants du défunt. Et quand on sait que le conjoint survivant, c'est à la fois le veuf et la veuve, vous voyez bien que tout le monde est gagnant dans cette affaire. Que pour éviter les conflits maintenant qui commencent à devenir récurrents entre les enfants du défunt, il faut absolument que les parents fassent ce qu'on appelle le partage d'ascendants. Première femme professeure juriste de l'Afrique subsaharienne de la faculté de droit d'Abidjan depuis 1983, Jacqueline Loès-Oble enregistre à son actif plus d'une 40aine de publications. Et voilà un ouvrage dont la présentation est à sa 3e édition. Passons à l'actualité internationale et nous retournons en Afrique du Sud et cette fois pour un sujet en rapport avec le Rwanda, un des 4 derniers fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Fulgence Kayishema a été arrêté hier mercredi en Afrique du Sud et sera jugé, ont annoncé ce jeudi les procureurs de l'ONU. Ancien inspecteur de police, il est recherché depuis 22 ans et est notamment accusé d'avoir assassiné avec d'autres individus plus de 2000 hommes, femmes, personnes âgées et enfants réfugiés dans l'église de Nyang dans le 15 avril 1994. Fulgence Kayishema est donc poursuivi pour génocide, complicité de génocide, entente en vue de commettre le génocide et crime contre l'humanité. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis.